Après Pointe-à-Pitre, Cayenne puis Fort-de-France ont été les deux dernières étapes du voyage présidentiel dans le Nouveau Monde. Mais ici, de l'autre côté de l'Atlantique, où l'on s'appelle Bonaventure, le Lorrain, Élodie ou Joséphine, c'est un vieux coin de France que le général de Gaulle a visité. Des terres où l'on parlait français avant que Louis XV fût né. Parti pour son dernier tour du monde, le navire-école Jeanne d'Arc fait escale dans la baie des Flamands. Fort-de-France n'est pas autre chose qu'une préfecture où des Français accueillent avec enthousiasme leur président. Une visite à l'abbaye de Saint-Denis, curieux pèlerinage pour Jean-Charles. Mais on peut être l'auteur de la foire au cancre et savoir néanmoins que l'on célèbre cette année le 400e anniversaire du 1er avril et qu'on le doit à Charles IX. Cela valait bien une gerbe sans doute. D'autant que dans son nouveau livre, L'école des malins, Jean-Charles vient de faire l'inventaire de ces 4 siècles de poissons d'avril. Un ouvrage dangereux qui pourrait bien être à l'origine d'un renouveau de ces bonnes vieilles farces dont il semble qu'on ne saurait jamais se lasser. Réunis dans la baie de Cancale, une centaine de bateaux de pêche ont renoué avec une tradition oubliée depuis 18 ans. Au coup de fusil du garde-côte, comme autrefois au coup de canon, les pêcheurs ont commencé à draguer les fonds pour en extraire les huîtres qui s'y multiplient naturellement. C'était jadis un privilège des pêcheurs de la région d'être périodiquement autorisés à réaliser cette opération qui ne comportait qu'une seule obligation, ne conserver que les grosses pièces. Après 18 ans, les pêcheurs de Cancale ont pu revenir avec les bourriches pleines de ces huîtres géantes, nommées pieds de cheval, dont certaines ont 100 ans d'âge, ce qui, paraît-il, ne les empêche pas d'être appréciables. Et pour que la tradition soit tout à fait respectée, la liesse a régné dans tous les bistrots du port. Le week-end pascal a été endeuillé par le terrible séisme qui a ravagé le sud-est de l'Alaska. Ces images d'Anchorage donnent une idée de la violence de la catastrophe. Chaussées bouleversées, maisons effondrées, énormes crevasses témoignent de l'étendue du drame. Heureusement, la plupart des habitants avaient eu le temps à la première secousse de sortir de chez eux et de se mettre à l'abri. Anchorage, la plus grande ville de l'Alaska, est une escale importante pour les lignes aériennes qui empruntent la route du pôle. C'est en même temps le 3e aéroport du monde. C'est enfin une des plus importantes bases stratégiques de l'armée américaine. Le tremblement de terre de l'Alaska est l'un des plus violents qui se soit jamais produit et c'est un miracle que l'on ait à déplorer aussi peu de victimes si l'on sait que cette ville, à présent en ruine, compte 100 000 habitants. Dans notre monde, où le standing d'une nation dépend de l'importance de sa production, de la capacité de ses usines, du degré de modernisation de son équipement, les investissements sont une nécessité constante. Le développement des industries des matières plastiques, domaine nouveau, où l'extension des industries de base, comme les cimenteries qui voient sans cesse croître la demande en fonction des besoins de la construction, implique un grand mouvement de capitaux. Réunir ces capitaux pour ensuite les faire participer au financement des entreprises de tous ordres est la raison d'être du Crédit national, qui apparaît comme un des ressorts essentiels de l'économie française. Ces prêts conditionnent la nécessaire marche en avant de la production en permettant l'extension des entreprises, aussi bien que le perfectionnement de l'automation qui a pour corollaire la productivité. Assouan, ville du Haut-Nil, est aujourd'hui l'immense chantier d'une des grandes réalisations techniques de notre époque. Une fois terminé,
les travaux du barrage commencés en 1960, la montagne de granit haute de 111 mètres donnera naissance à un lac artificiel qui sera le deuxième du monde par sa superficie. Il s'agit là d'une entreprise gigantesque. Le canal de déviation exige à lui seul le dégagement de 9 millions de mètres cubes de roches. Développer l'irrigation sur 1 million d'hectares, produire 10 milliards de kilowattheures, tel est le but de cet ouvrage qui est à l'Égypte d'aujourd'hui ce que le temple de Luxor, gardé par les 2 statues monumentales de Ramsès II, fut à l'Égypte d'il y a 3000 ans. C'est en 1883 que les travaux de l'égyptologue français Maspero avaient rendu le temple au jour. Mais la célèbre avenue des Sphinx, qui le reliait sur 3 km au temple de Karnak, n'est pas encore complètement dégagée des 20 mètres de poussière et de terre qu'il avait recouvertes au cours des siècles. 32 figures de pierre apparaissent sur les 1400 qui s'échelonnaient de 5 mètres en 5 mètres, tout au long de cette voie qui vit passer les impressionnantes processions religieuses de l'ancienne Égypte. J'ai construit cette route en l'honneur de mon père parmi les arbres et les fleurs, disent les hiéroglyphes. Œuvre d'Amenophis III et de ses successeurs, l'avenue des Sphinx émergera bientôt des 30 siècles où elle s'était perdue. Économiser l'eau, c'est ce que criaient il y a peu de temps encore tous les murs de Hong Kong. 3,5 millions de personnes vivent sur ce territoire qui ne possède aucun lac naturel, pratiquement pas de source ou de puits pouvant assurer les besoins indispensables à la vie de l'homme. Boissons, hygiène, industrie. Seules les pluies alimentaient quelques réservoirs déjà insuffisants pour une population en perpétuelle augmentation. En saison sèche, Hong Kong ignorait l'eau à volonté. Elle était distribuée parcimonieusement et seulement quelques jours par semaine. Le territoire était alors amené à importer à grands frais l'eau par bateau-citerne. En 1959, une société française entreprit la construction d'un barrage destiné à constituer un réservoir pour les eaux de ruissellement. C'est dans une île voisine que ce barrage de 5 millions de mètres cubes de terre a été dressé. L'eau de pluie est récoltée sur un versant de la montagne. Sur l'autre, 20 km de tunnels concentrent l'eau dans un réservoir de 22 millions de mètres cubes. Et c'est ainsi que, il y a quelques semaines, le drapeau français flottait à côté du drapeau britannique quand le gouverneur de Hong Kong inaugura les installations. Hong Kong dispose maintenant d'un cubage d'eau de pluie représentant à lui seul 50% de la capacité de stockage existante à ce jour. Ainsi, la technique française contribue au développement de l'équipement économique des pays d'Extrême-Orient. Il fut un temps où les voitures françaises triomphaient dans les grands prix. Elles avaient nom Bugatti, Talbot, Delahaye et plus récemment Gordini. Or, pour la première fois depuis bien longtemps, des voitures bleues entrent en lice. Des Alpines, conçues par Jean Redley, mises au point par Amédée Gordini, et des René Bonnet, dont nous parle précisément René Bonnet et son fils. Maintenant, c'est une nouvelle formule qui vient d'être créée, Formule 3, Formule 2. Et cette Formule 2, disons, est plus facile à réaliser, un peu moins chère qu'une Formule 1. Et puis, il fallait en parallèle que un grand constructeur, les grands constructeurs s'y intéressent. Ces voitures comportent des innovations que nous décrit Claude Bonnet. Elle est entièrement en plastique, c'est le premier point important. Ses réservoirs sont en plastique. Les autres points intéressants à signaler sont tout d'abord la suspension, extrêmement souple, nouvelle conception des voitures de course actuellement, la position très couchée du pilote, direction extrêmement directe. Au point de vue mécanique, c'est un 1000 cm3, double arbre à cab en tête. Il est alimenté par 2 doubles corps Weber. Monsieur René Bonnet, que pensez-vous faire au Grand Prix de Pau? Eh bien, je pense qu'on va faire une démonstration honnête. Je sais bien que les Français sont tous impatients de voir du bleu et des voitures bleues gagner, mais disons que pour la première course, ce sera un petit galop d'essai. Excellent galop d'essai en effet que le Grand Prix de Pau.
Au départ, une vingtaine de voitures, parmi lesquelles les René Bonnet de Gérard Laureau et Jean-Pierre Beltoise, qui seront suivies avec une pointe d'inquiétude par leur constructeur. L'une d'entre elles sera classée. Il était hors de propos pour elle de songer à inquiéter le champion du monde Jim Clark, qui, au volant de sa Lotus, va s'installer en tête et donner le ton à la course. A noter l'excellente performance des Alpines, qui vont terminer toutes les trois, celles de Rosinski et de Bianchi prenant les 4e et 5e places. Bilan encourageant pour l'écurie France et victoire pour Jim Clark à près de 100 de moyenne. Jour troublé au Brésil où la politique de réforme voulue et proclamée par le président Goulart suscitait depuis quelques mois l'inquiétude et l'hostilité des milieux conservateurs. Avec l'appui de la plupart des chefs militaires, l'opposition vient de passer aux actes. Parti de l'état de Minas Gerais, la rébellion a fait tache d'huile jusqu'aux portes du palais présidentiel que M. Goulart a dû abandonner pour se réfugier avec sa famille en Uruguay. Les sursauts de résistance ont été très rares et les partisans de M. Goulart, les syndicats et la gauche, ont été neutralisés par l'armée. C'est le président de la Chambre des députés, M. Ranieri Mazzilli, qui assure l'intérim des fonctions suprêmes. La prochaine élection présidentielle confirmera-t-elle l'accueil qui semble fait à ce revirement? Le héros du Pacifique, le général Douglas MacArthur, est mort. Avec lui disparaît l'un des chefs les plus prestigieux de la dernière guerre, un homme dont le magnétisme et la personnalité ont profondément marqué ce dernier quart de siècle. Il reçoit sa première décoration au cours de la Première Guerre mondiale des mains du général Pershing. Général à 38 ans, il est aux Philippines lors du désastre de Pearl Harbor. Il lui faut quitter Corregidor, mais il a solennellement promis de revenir. Il tiendra parole 30 mois plus tard. Le 2 septembre 1945, il reçoit au nom des Alliés la capitulation du Japon. 5 ans après, il se trouve en Corée à la tête des forces des Nations Unies. Une audacieuse opération l'amène jusqu'à la frontière chinoise. Il veut exploiter son succès et pousser plus loin, en Chine même. Le président Truman refuse le risque d'un 3e conflit mondial. MacArthur proteste. Alors le président des États-Unis relève de son commandement le général victorieux. MacArthur s'incline. À son retour, le peuple des États-Unis lui fait un accueil triomphal. C'est la dernière parade. Le vieux soldat entre dans l'histoire. Depuis la dernière guerre, la mécanisation et l'automatisme jouent un rôle de plus en plus important dans la vie quotidienne. Des méthodes de travail datant de plusieurs siècles étaient encore employées il n'y a pas 20 ans. Elles cèdent le pas maintenant de plus en plus fréquemment aux techniques les plus révolutionnaires. Cette automatisation systématique a provoqué ces dernières années divers bouleversements, dont l'un des plus marquants est l'augmentation extrêmement faible des effectifs ouvriers, alors que les titulaires aux emplois de bureau ont subi dans le même temps un accroissement en flèche. Dans certaines grandes firmes, par exemple, l'effectif ouvrier augmentait de 18%, alors que les services administratifs se multipliaient jusqu'à 109%. Aujourd'hui, un salarié sur 4 travaille dans un bureau et une seule défection peut nuire à l'organisation tout entière d'une affaire. Des groupements se sont créés pour dépanner immédiatement les entreprises. Le président de la Chambre syndicale des secrétariats intérimaires nous parle de l'importance de ces organismes. Nous comptons actuellement environ 10 000 personnes dans les différentes catégories, même un peu plus. Quel est votre rôle dans ces problèmes de personnel? Sur le plan entreprise, nous pallions d'une manière rapide, on pourrait dire presque immédiate, aux défaillances de ce personnel. Et quelles sont les conditions de travail pour ce personnel? Eh bien, selon leur goût, nous pouvons les employer soit d'une manière pratiquement permanente, soit par intermittence. Madame, pourquoi travaillez-vous à l'intérim? Eh bien, monsieur, pour plusieurs raisons. La toute première, pour ma liberté. Et puis, surtout, quand nous avons des enfants, la facilité que nous avons pour les vacances et puis pour toutes leurs maladies. Et parce que j'ai l'esprit très indépendant, j'aime changer de milieu, j'aime la variété dans le travail également. J'ai choisi l'intérim pour avoir une certaine indépendance. N'ayant pas d'attache du côté conjugal, je n'en ai pas davantage du côté professionnel. C'est le
printemps pour tout le monde, dans l'œil des vaches, le saut de la grenouille, la toilette allègre du castor. C'est le printemps également pour lui. Pour les lapins aussi. Mais méfiez-vous de cet accès irrésistible de bonne humeur qui nous pousse à faire n'importe quoi, n'importe où. Il y a des choses qui sont interdites, ça par exemple, même sur un trottoir, même devant chez vous. Ça aussi, même si ce sont vos compagnons favoris et qu'ils ne sont pas méchants. Vous n'avez pas le droit non plus de vous promener avec une hallebarde. Par contre, quel que soit votre âge, vous pouvez choisir des costumes qui font plus jeunes. Et vous avez parfaitement le droit également de tenter votre chance. Et quelle chance! Mais choisissez bien votre endroit pour le premier bain en plein air. Et ne vous mettez surtout pas en colère si quelques gouttes de pluie viennent troubler votre soleil. Vous retomberiez dans les interdictions. Double surprise à Courchevel. Le soleil avait enfin rendez-vous avec la neige. Ensuite, l'apparition d'un engin qui conjugue les joies du ski et les agréments de la promenade motorisée. Aussi à l'aise en montée qu'en descente, aussi efficace sur piste damée qu'en neige profonde, le Husky a déjà fait ses preuves dans les forêts canadiennes. Son ambition en Europe est de devenir un sport à part entière. Ce scooter des neiges emporte facilement 3 adultes à 40 à l'heure et procure toutes les émotions de la voiture de course. Revanche assurée à tous ceux qui n'ont pu dépasser le cap du cours élémentaire des écoles de ski, désormais, point n'est besoin de s'appeler Kili ou Perilla pour avoir son petit succès. Toujours à Courchevel, les skieurs parachutistes de plusieurs nations ont pu confronter leur talent à l'occasion de leur critérium annuel. Le but de ce concours est de former des parachutistes capables de porter un secours immédiat partout où les moyens classiques ne peuvent être employés. Les uns après les autres, jeunes garçons et jeunes filles se sont lancés en chute libre en direction du point idéal avant de libérer leur corolle. Ivresse du corps filant vers la terre à une vitesse vertigineuse, mais ivresse consciente. Vitesse contrôlée, chute calculée sur la montre de poignet avant le déclenchement de l'ouverture. Tous ces jeunes ont fait preuve d'une habileté exceptionnelle pour infléchir leur descente vers le bon axe. Et à ce jeu, le meilleur fut le Parisien Bernard Couture qui enleva la première place en tombant pile sur la cible. Les jeunes escrimeurs français ont eu le vent en poupe au championnat du monde junior à Budapest. Brigitte Gapet et Jacques Brodin ont en effet remporté chacun une médaille d'or. Jacques Brodin, ici en finale de l'épée devant l'Autrichien Becher, est un récidiviste de la gloire. Il a déjà été champion du monde il y a 2 années, il n'avait alors que 15 ans et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Quant à la blonde Brigitte Gapet, elle va triompher de la roumaine Giulai en finale du fleuret. Brigitte Gapet, qui a 19 ans, n'est pas seulement une championne d'escrime, elle est aussi une adepte du twist. Après des mois d'insuccès, les rugbymen français maillot blanc ont attendu le printemps pour éclater comme des bourgeons. Et pourtant, dès le début du match contre les Irlandais à Colombes, les spectateurs ont eu des sueurs froides. Le premier essai, en effet, est pour l'Irlande. Cet essai, c'est le signal de départ d'une rencontre pleine de piment. Les Français voltigent tout à coup comme des papillons qui, cependant, de temps à autre, perdent leurs ailes pour s'engluer dans les mêlées ouvertes. Mais au fait, où est passé le ballon? Ah, le voilà, et c'est Albaladejo qui s'en est emparé pour relancer ses attaquants. N'ayez pas d'inquiétude, mademoiselle, ils vont le marquer, leur essai. Voilà qui est fait. Maintenant, ça y est, les Irlandais ne vont plus pouvoir arrêter l'équipe de France. C'est du délire dans les tribunes où l'on gesticule autant que sur le terrain.
Ce n'est pas très régulier tout cela. Il est vrai que l'arbitre gallois, M. Gwyn Walters, est venu à Colombes pour s'amuser. Avec lui, tant que ça vole, joueur ou ballon, il n'y a pas de raison de siffler les fautes. Mais décidément, les Irlandais n'ont pas de chance. Cet essai-là, ils n'auraient jamais dû le concéder. Que la chance leur sourit ou non, ils jouent quand même eux aussi les voltigeurs, comme ça, pour la beauté du geste. Et ce sont les Français qui tirent les marrons du feu. Cette attaque d'Albaladejo est la plus belle de tout le match et son ailier Darouille n'a plus qu'à aller marquer tout seul. « 27-6 pour l'équipe de France, ça vaut bien un coup de chapeau. » Tokyo a donné rendez-vous cette année aux athlètes de tous les pays à l'occasion des Jeux Olympiques. Aussi, la plus grande capitale du monde, 10 millions d'habitants, connaît-elle une activité fébrile. Pourtant, loin des chantiers, le palais impérial reste une oasis de calme. C'est là que le Premier ministre et Mme Georges Pompidou, en visite officielle, ont été solennellement reçus par les souverains. Dans les conversations politiques auxquelles participait également M. Couve de Murville, la politique de la France, après la reconnaissance de la République populaire de Chine, était précisée, ainsi que son désir de favoriser la neutralité dans le sud-est asiatique. Une ambassadrice avait précédé M. Pompidou à Tokyo. Ciseaux en main, la princesse Takamatsu fut la première des 2 millions de visiteurs attendus. Puis, le Premier ministre s'est rendu à Kyoto, l'ancienne capitale, dont il a pu admirer différents aspects, avant d'assister à une représentation dans la meilleure tradition du répertoire nippon. Au cours des instants de détente qu'il s'est accordé, le Premier ministre a pu visiter le temple de Hoshviji, qui est peut-être le plus vieux temple de bois au monde, et, comme un simple touriste, caresser les célèbres biches apprivoisées des jardins de Kassula. Scandale à Amsterdam où la reine Juliana, le prince Bernard et la princesse héritière Béatrix ont attendu pendant 25 minutes la princesse Irène avant de prendre, sans elle, l'avion pour le Mexique. Son fiancé n'étant pas du voyage, Irène s'est abstenue, soulevant le courroux général. Mauvaise plaisanterie ou témoignage d'hostilité, l'appareil qui devait amener le lendemain la princesse à Paris a dû être fouillé de fond en comble. Il n'y avait pas de bombe à bord et la turbulente Irène pouvait aller rejoindre son fiancé, Hugues de Bourbon-Parme, prétendant carliste au trône d'Espagne. Indifférente aux regrets de ses parents, aux désaveux du gouvernement et au déchaînement de la presse, la princesse Irène semble décidée à tourner délibérément le dos à toutes les raisons d'État. Et à Paris, elle a choisi sa robe de mariée. Elle épousera Hugues de Bourbon-Parme. Après New York, Washington a fait ses adieux au général MacArthur. Accompagné de la veuve et du fils du disparu, le président Lyndon Johnson s'est recueilli sous la coupole de marbre du Capitole devant la dépouille mortelle du héros du Pacifique. Hommage de la foule ensuite, avant que le cercueil ne prenne le chemin de Norfolk en Virginie, où Douglas MacArthur sera inhumé. En vous, il y a toujours un cœur humain et un pouvoir d'accomplir le bien. C'est ce qu'a dit le pape aux 1200 prisonniers de l'antique prison romaine Regina Coeli. Comme son prédécesseur Jean XXIII, 5 ans plus tôt, le Saint-Père renoue ainsi avec une vieille tradition oubliée pendant un siècle. C'est une nouvelle génération d'instruments de musique que le Musée des Arts Décoratifs à Paris vient de présenter avec les sculptures musicales des frères Bachet. Utilisant les vibrations intérieures des métaux,
Il y a là une quarantaine de sculptures qui sont autant d'instruments. Le piano de cette nouvelle génération n'a plus de cordes. Depuis le XVIIIe siècle, on n'avait guère inventé que le saxophone et la scie musicale. Les frères Bachet nous offrent des instruments faits de métal, de verre et de matière plastique, les instruments de notre temps. Mais tout cela n'est pas seulement recherche esthétique expérimentale. Jacques et Yvonne Lasserie ont déjà, depuis 10 ans, fait entrer les premiers de ces instruments dans le monde bien vivant de la musique contemporaine. Le secret avait été bien gardé. À l'hôpital Cochin, où il était entré discrètement la veille, le général de Gaulle était opéré depuis 2 heures lorsque le voile a été levé. L'état de santé du président de la République ne suscite aucune inquiétude, mais il ne pourra reprendre la totalité de son activité avant plusieurs semaines. Pendant ce temps, la présidence du Conseil des ministres est assumée par M. Georges Pompidou, qui, pour le 2e anniversaire de son gouvernement, était l'hôte de la Fédération de la presse. Nous vous aiderons, a dit le Premier ministre au directeur de journaux. En échange, je n'attends de vous qu'une seule chose, l'objectivité. La fusée individuelle aura demain ou après-demain sa place dans notre vie quotidienne. Pour l'instant, nous n'en sommes encore qu'au premier bond, comme celui qu'a exécuté magistralement Bob Courter. 110 mètres en 17 secondes. Le retour en arrière, pour le moment, n'est encore possible qu'au cinéma. Attendons la suite. Et cela a peut-être contribué à inciter les pompiers de Paris à étudier l'abandon de la grande échelle en faveur de l'hélicoptère. La grande échelle n'est plus à la mesure des immeubles qui poussent à Paris. Voici comment arrivera désormais la première équipe d'intervention sur le toit d'un building parisien menacé par les flammes. Elle sera suivie incontinent d'un premier matériel d'urgence, réservoir de 200 litres, motopompe et tuyaux. Quant aux personnes réfugiées sur le toit, elles seront évacuées en retour par le chemin inverse. Voici venu le temps des pompiers volants. Les voitures peuvent désormais traverser la baie de Chesapeake. Ce tour de force a été possible grâce à un ouvrage moitié pont, moitié tunnel, ce qui permet ainsi la libre circulation des navires. Cet ouvrage d'une longueur de 29 km et dont la construction a demandé 4 années fait gagner 1h30 aux véhicules qui devaient hier encore faire le tour de la baie. C'est une des 7 merveilles du monde moderne, dit-on aujourd'hui modestement, aux États-Unis. À Magny-Cours, près de Nevers, l'ancien coureur Jim Russell dirige une école de pilotage dont les jeunes élèves triés sur le volet s'initient passionnément au secret de la trajectoire idéale et du dérapage contrôlé. Car ces têtes à queue, terreur de l'automobiliste comme vous et moi, sont volontairement provoquées et rigoureusement prévues. Après la grammaire, la littérature. Au volant d'une voiture de Formule 3, les élèves vont être lâchés sur le circuit sous l'œil impitoyable de leur professeur, pour lequel le pilotage n'est pas un art, mais une science exacte.
Les machines sont anglaises, mais il est possible que les nouvelles voitures françaises de Formule 3 leur soient confiées un jour. Les stagiaires font preuve déjà d'une grande virtuosité. Parmi eux se trouve peut-être en version française le Fangio de demain. En attendant les hirondelles, les papillons ont décidé de faire le printemps, ceux du moins qui fleurissent sur les nuques et parfois au bout des laisses, comme ce modèle haute fidélité. Qu'il soit de faille ou de velours, de surat ou d'organdi, c'est la coiffure jeune par excellence. La matière première est bon marché, d'ailleurs les malles du grenier et les armoires de grand-mère offrent d'inépuisables ressources. Toutes les fantaisies sont permises, toutes les audaces sont recommandées. Toutefois, l'étude de ces lavalières occipitales engendre un paradoxe et cause un regret. Il faut qu'on vous tourne le dos pour pouvoir considérer le sujet bien en face. Ils sont maintenant 300, peut-être plus, célèbres ou inconnus, qui ont quitté l'Amérique et choisi de vivre à Paris, comme Nancy Holloway. Dis en français, ça va? Non, ça va. Très bien, très bien. Bon, Nancy, je vois que vous êtes en train de répéter un enregistrement. Pensez-vous que vous auriez eu en Amérique le même succès qu'en France? Je ne peux pas dire parce que j'ai jamais chanté en Amérique. J'étais une danseuse de ballet. Mais je crois que ça a marché bien pour moi en France parce que je suis différente, j'ai un autre type, j'ai un peu léger accent. Et puis, j'avais pas la traque quand je suis venue en France parce que personne me connaissait. Alors, si je chantais et je faisais une bide, personne n'aura su, alors peut-être pour ça. Dans le Paris de la rive gauche, où le jazz a élu domicile, une autre chanteuse noire, Hazel Scott. Listen to my plea. Hear me, willow, and weep for me. Qu'est-ce qui vous fait rester dans ce pays? La liberté. L'Amérique, c'est aussi la liberté. Oui, mais ça dépend de la couleur de votre peau. Par exemple, si je veux louer un appartement dans un beau quartier en Amérique, dans n'importe quelle ville, c'est impossible. Mais en France, il suffit que j'ai de quoi payer. Émile Cadou est photographe. Comme beaucoup d'autres, il est venu chercher à Paris la possibilité d'un certain épanouissement. La vie que vous menez à Paris vous permet d'épanouir votre talent de photographe. Oui, c'est justement la raison que je suis venu. Je trouvais qu'à New York, il y avait cette question raciste qui empêchait les Américains de voir mon travail et voyaient que j'étais noir. Ici en France, je trouve que je montre mes photos et ils voient et apprécient mes photos. C'est souvent autour d'une bouteille de Côte-du-Rhône que se reconstitue à l'heure du dîner un semblant d'ambiance de Harlem. Le cuisinier Leroy Haynes y a pourvu en amenant avec lui son barbecue. Mais ce Harlem-là n'est qu'un fantôme, car en choisissant Paris, ils ont bien souvent adopté la vie à la française, comme William Gardner Smith, le romancier. Que vous êtes en France. Pourquoi avez-vous justement choisi la France? J'ai quitté les États-Unis à cause du racisme. Je trouvais que je pouvais vraiment plus travailler là-bas. Je sentais une violence monter en moi. Je craignais vraiment que j'allais finir par tuer quelqu'un. Pour nous, les Noirs, il y a beaucoup moins de racisme ici qu'aux États-Unis. Et pour rappeler Harlem aux Noirs américains de Paris conquis par la baguette de pain et le paquet de gauloises, il y aura toujours la voix d'une May Mercer. No evil doubt, oh thou will be. No evil doubt, oh thou will be. No evil doubt, 'cause I'm on my way, great God, I'm out to the promised land. La première journée de la Foire internationale de New York a été marquée par une manifestation des partisans de l'égalité raciale.
La pluie avait quelque peu découragé les meilleures volontés et c'est devant un public quelque peu clairsemé que le président Johnson est venu apporter la consécration officielle à cette manifestation qui marque le 300e anniversaire de la fondation de la ville. 80 pays étrangers, les 50 États de l'Union, 80 firmes industrielles et 300 sociétés diverses concourent à faire de cette foire l'une des plus importantes de ce temps. On a d'ailleurs calculé électroniquement qu'il faudrait 100 jours à raison de 5 heures par jour pour tout voir. Son succès est pourtant d'ores et déjà assuré. Sur 70 millions de visiteurs attendus, 30 millions ont déjà pris leur billet. Quand un orchestre entreprend un voyage de 15 000 km, l'emballage de 90 instruments qui n'ont pas tous et de loin la modestie de la flûte oblige à un grand luxe de précaution. C'est l'exercice auquel se sont livrés les musiciens de la Société des concerts du Conservatoire, la plus ancienne formation symphonique française qu'un avion spécial devait transporter au Japon pour le festival de musique d'Osaka. Ils vont y représenter la musique française sous la direction d'André Cluitens. Après la Vénus de Milo, c'est la deuxième vague de l'offensive artistique de la France au Japon. Bientôt les vacances. Pour transférer sur le continent dans les meilleures conditions de confort et de rapidité les insulaires avides de soleil et de ciel bleu, les chemins de fer britanniques viennent de mettre en service un nouveau car ferry, le Normania. Ouvert aux véhicules privés ou collectifs et à leurs passagers, il assure la navette entre Douvres et Boulogne. Le cheval de Troie dans sa version flottante, en attendant le tunnel sous la Manche. Les chroniqueurs de cinéma le leur ont dit avec des fruits. Fernandel, Claudia Cardinal et André Hunebelle sont les acteurs et metteurs en scène les plus appréciés de la presse. Le talent n'est pas en cause, le prix Orange sanctionne seulement la gentillesse et l'affabilité des élus avec les journalistes. Prix Citron des artistes les moins coopératifs, Brigitte Bardot n'est pas venue recevoir sa corbeille. Il est vrai que Bébé a d'autres ennuis avec sa villa de Saint-Tropez. Pour protéger ses bains de soleil des regards indiscrets, avait-elle le droit d'interdire le libre accès de la plage et d'annexer une partie de la Méditerranée? Le mur de sa vie privée sera peut-être détruit. Premier grand ouvrage de ce genre dans le monde, l'usine marémotrice de la Rance, actuellement en construction, utilisera l'énergie des marées pour la transformer en électricité. Comme pour toutes ces grandes entreprises, la mise en chantier n'a commencé qu'après des études minutieuses sur maquette. Ainsi, près du chantier, une écluse a été aménagée où un prototype de turbine fonctionne dans les conditions mêmes qui seront celles de l'usine marémotrice. Ces turbines, appelées groupes bulbes, sont des turbines à pales réversibles pouvant fonctionner quelle que soit la direction du courant. La plupart des études préliminaires à ces grands travaux est faite au Laboratoire national d'hydraulique de Chatou qui occupe 60 ingénieurs et 500 agents. Une des études en cours est la protection de la ville d'Agen contre les inondations. Un modèle réduit reproduit fidèlement le cours et les abords de la Garonne. En soumettant ce modèle aux conditions existant dans la nature, il est possible de prévoir toutes les réactions ou phénomènes susceptibles de se produire dans la réalité. Et, à cet effet, des appareils de mesure et des détecteurs de niveau sont disposés en différents points de la maquette. La crue est artificiellement reproduite, l'eau envahit les terrains proches des berges, la montée des eaux, sa vitesse, sa puissance et son débit sont enregistrés. Les ingénieurs seront en mesure de déterminer l'emplacement et le profil exact de la digue qui protégera efficacement la ville. Chatou travaille aussi pour le compte de pays étrangers. Ainsi, le projet du barrage de Rio Rapel au Chili. L'ouvrage est reproduit là aussi avec tous les détails du terrain. Le barrage mis en eau, la résistance à la pression de toutes les parties du mur de retenue est calculée. Lorsque le flot atteint le niveau de prise d'eau des turbines, les déversoirs de crue sont ouverts et le meilleur profil du terrain pour l'écoulement des eaux en aval peut être prévu. L'activité du laboratoire comporte également la mise au point du profil des pales de turbine, élément essentiel d'un bon rendement. La turbine est mise en place dans un caisson
où elle reste visible derrière une paroi transparente. La rotation est filmée à 5000 images par seconde. Les turbulences sont différentes selon l'angle des pales et celui-ci sera définitivement fixé après une série d'essais et de calculs. Chatou a entrepris également l'étude des échangeurs de chaleur qui seront utilisés par l'industrie atomique. Dans un décor et des costumes de science-fiction, les techniciens mettent au point un échangeur de chaleur au sodium destiné à alimenter un moteur atomique. Autre activité du laboratoire, la construction ou l'agrandissement des ports. Un générateur soumet aux plus fortes houles le modèle réduit des installations du futur port pétrolier d'Arzou en Algérie. La formation des courants aussi bien que l'assaut des vagues contre les môles de protection sont étudiés. Chaque année, plus de 40 ingénieurs viennent de toutes les parties du monde étudier les méthodes expérimentales et scientifiques pratiquées dans ce laboratoire. Tous les grands travaux, tous les grands barrages comme ceux dont nous voyons la construction se poursuivre sur le Rhin et qui n'ont cessé chaque année d'accroître le potentiel économique français ont été étudiés et mis au point par les ingénieurs du Laboratoire national de Chatou. Ce petit bonhomme au teint basané, c'est Nestor Combin, le joueur dont les spectateurs du stade de Colombes attendaient monts et merveilles à l'occasion du match France-Hongrie. Ce shoot contré de Combin est à l'image même de la rencontre. Après avoir jeté durant quelques instants de la poudre aux yeux, les Français encaissent un premier but. Le second but ne va pas tarder, le ballon va échouer dans les filets de la France pour la seconde fois en 1 minute, après une attaque de rêve du tandem hongrois Tichy-Albert. C'est ensuite une série de réactions vaines des avants français qui s'emberlificotent. Bref, c'est une démonstration de ce qu'il ne faut pas faire pour marquer des buts. On dit pourtant que le béret de marin porte bonheur. Rien à faire, tout ceci ressemble à une sortie de mêlée de rugby. Voilà enfin le but français, mais les Hongrois en ont déjà marqué 3. Paris est aujourd'hui la ville la plus fleurie. Les jardiniers ont fait pousser des millions de fleurs sur les 8 hectares de béton du Palais de la Défense. Déjà, les grands couturiers comme Carven avaient emprunté aux fleurs les motifs de leur modèle de printemps. Et nous avons pu ainsi rapprocher ces femmes en fleurs voulues par la mode et ce bouquet somptueux que sont les Floralies internationales. Le plus beau jardin du monde, a-t-on pu dire de ces Floralies, pour lesquelles on a fait venir les espèces les plus rares des 5 parties du monde. Les fleurs, des plus humbles aux plus précieuses, méritaient bien un tel hommage. Savons-nous, écrivait Maeterlinck, ce que serait une humanité qui ne connaîtrait pas la fleur? Si celle-ci n'existait pas, notre caractère, notre morale, notre aptitude à la beauté et au bonheur seraient-ils bien les mêmes?